Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale de la PIB en hommage à Madame Selwa Kharkri Belkziz à l'occasion de la sortie de son livre Le chemin des possibles, édité chez La Croisée des Chemins au prix de 90 dirhams et dont les bénéfices sont reversés à une association qui s'intéresse à la cause féminine pour ne rien changer dans le parcours de Selwa Belkziz Kharkri. Selwa, bonsoir. Bonsoir. Avec moi ce soir également, et on est chez lui, c'est nous qui sommes avec vous, c'est Mehdi Alaoui, président, CEO de la Startup Factory. Nous sommes dans vos studios, félicitations, c'est une belle réalisation et bravo à l'ensemble des équipes. Et nous avons également avec nous, à distance, Monsieur Mohamed Horani, président et chef executive officer de HPS, notamment puisqu'il a été également président de la CGM. D'abord, c'est Harani. Bonsoir. Et de la PEBI. Et de la PEBI. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous dans ce moment spécial pour Lalla Selwa Belkziz Kharkri et Mehdi Alaoui. Pardon, vous n'avez pas accueilli. Bonsoir. Bonsoir, marhaba bikoum. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Bienvenue encore à vous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur les réseaux sociaux de l'APB, sur les réseaux sociaux et les partages qui sont faits par la Startup Factory. Alors, la minute promotion tout de suite. Le livre est disponible dans toutes les librairies, Khalsi, Carrefour des livres en particulier, ou par téléphone. On peut passer la commande par WhatsApp en contactant Madame Yousra au 06 35 853 151. Je répète, au 06 35 853 151. C'est un livre qui enrichit énormément celles et ceux qui le lisent. J'ai eu ce plaisir. C'est un conte de fées, mais c'est un conte de fées F-A-I-T, puisque au-delà de l'exercice auquel s'attachent ou se donnent les autobiographies en général, qui consistent à romancer un peu son parcours et sa vie, loin de là, ce livre raconte vraiment une trajectoire sociale, une trajectoire entrepreneuriale, une trajectoire associative, une trajectoire de femme, d'épouse et de maman. C'est un honneur pour moi d'animer cette rencontre avec vous, Lalla Selwa. Qu'est-ce que ça fait, première question, qu'est-ce que ça fait d'accoucher d'un livre? C'est de l'émotion. En tout cas, merci d'abord d'avoir accepté d'animer cette rencontre. C'est un honneur. Merci à Simdi pour son hospitalité. Merci à la PEBI d'avoir organisé cette rencontre. Merci à Horani qui a tout de suite dit oui quand je lui ai justement demandé de témoigner, que je lui ai envoyé une copie, un livre. C'est vrai que c'est un projet, je suis heureuse de, comme tous les projets que j'ai menés dans ma vie, je suis heureuse justement qu'il soit là, que ça soit du concret. C'est une idée en fait que j'ai eue il y a quelques années quand j'avais justement, quand j'avais été soudainement donc malade, j'avais eu un cancer, vous savez, on se dit, bon, je ne sais pas, peut-être qu'on ne va pas vivre, on ne va pas survivre. Et puis je me suis dit, j'ai fait des choses intéressantes dans la vie. Et puis, donc, pourquoi ne pas écrire? Donc, je m'étais mise à écrire en 2012 déjà. Et puis, manque de chance, ou par chance, j'avais tout perdu de l'ordinateur. Et puis après, on guérit, d'autres responsabilités. On n'y pense plus jusqu'au Covid. Et au Covid, en fait, c'était une opportunité. On a tous eu beaucoup de temps. Et donc, j'avais le temps, en fait, de sortir tout l'historique, toutes les coupures de journaux, toutes les photos depuis 30 ans, etc. Et je me suis dit, ça y est, maintenant, cette fois, c'est la bonne. Je vais le faire. En fait, je vais écrire mon histoire, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment mon histoire. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires que ces jeunes vont pouvoir écrire sur leur vie une fois qu'ils auront lu le livre. Donc, vraiment, mon objectif, c'est qu'il soit lu par le plus possible de jeunes. D'ailleurs, si ça marche bien, j'ai un projet de le traduire en arabe pour justement qu'il touche le maximum de Marocains. Je voudrais les inspirer avec ma modeste je dirais, expérience, avec mes succès, mais aussi mes échecs. Et à chaque fois, j'essaye un petit peu de donner quelques recettes, quelques ingrédients. Donc, en tant qu'entrepreneur d'abord, par la suite, en tant que fondatrice de la FEM, l'Association des femmes entrepreneurs, par la suite en tant que députée politique, donc comment j'ai vécu ces années de politique, en tant que président de l'APEBI, après un militantisme de plus de 20 ans, donc j'ai pris la présidence de l'APEBI. Et donc, toutes ces choses-là, et ça a coïncidé avec des réformes importantes du pays, avec l'avancement du pays.
Donc, la création de la FEM a coïncidé avec l'intronisation de Sa Majesté. Et puis, par la suite, il y a eu le Code de la famille, il y a eu la nouvelle Constitution. Dans le digital, j'ai un peu vécu depuis 30 ans, on en reparlera, pas mal de stratégies gouvernementales. Donc, j'essaie de voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Au niveau de la PB aussi, les choses comment évoluer. Et donc, en fait, c'est une histoire, mais pas vraiment une histoire. C'est une histoire, mais à chaque fois en revenant sur des points particuliers. Et puis même la sortie du livre, elle a coïncidé avec le rapport du nouveau modèle de développement économique, où en fait je suis heureuse parce qu'on retrouve énormément de choses dans le livre, en même temps dans le rapport. Donc voilà, c'est extraordinaire. Franchement, jusqu'à maintenant, depuis le début du mois de juin qu'il est sorti, je n'ai eu que des échos vraiment positifs et c'est pour ça que je me dis, peut-être que la prochaine étape, ce sera de le traduire en langue arabe. Alors, c'est tout à fait mérité. Et c'est drôle que vous citiez ça, Madame Selwa Belkacem Khalkhri, parce que j'ai oublié de signaler, autant pour moi, que la préface a été réalisée par Si Ahmed Reda Chami, actuel président du Conseil économique, social et d'environnement. Et il dit, dans un passage, je lis, à l'aube d'un Maroc inédit en pleine élaboration de son nouveau modèle de développement, mais faisant également face à une conjoncture mouvante et incertaine, il me paraît essentiel d'appuyer les messages que recèle cet ouvrage, la volonté, l'engagement, le travail, sans les ingrédients essentiels de la réussite, la réalisation de soi, et en plus d'être possible, est un impératif. Le militantisme de citoyennes engagées crée la valeur ajoutée pour le pays. Enfin, il est inutile de traverser l'Atlantique à la recherche d'inspiration. Les self-made women sont parmi nous. Selwa en fait clairement partie. Je saisis tout de suite Monsieur Hourani à distance et je vous laisserai tout à l'heure commenter ces mots de Ahmed Reda Chami, complice par ailleurs sur tellement de projets. Monsieur le Président Hourani, le devoir de témoignage s'avère nécessaire plus que jamais et il est rare que des hauts responsables qui ont marqué la scène nationale dans différents domaines, et notamment des secteurs comme celui du numérique, si je peux me permettre l'expression, du digital, des technologies de l'information. Cet exercice est rare. Est-ce que pour vous, c'est important de témoigner pour les générations futures? D'abord, je voudrais remercier la SLOA de m'avoir invité à cette émission extrêmement importante et je dirais même historique. La SLOA est une femme vraiment très, très engagée. Depuis que je la connais, quand elle est arrivée au Maroc, donc je l'ai côtoyée à plusieurs casquettes, dans plusieurs situations. Tout d'abord, elle a été mon fournisseur quand j'étais directeur général d'une autre société. Et donc, j'ai pu apprécier un petit peu le talent de la femme, disons, la passion qu'elle avait dans son métier, sa fermeté par rapport à ses positions, donc elle n'a pas changé depuis. Ensuite, je l'ai connue également sous d'autres casquettes, notamment en tant que femme militante pour l'entrepreneuriat féminin. C'est une femme qui a été la fondatrice de la FEM et je crois que c'est un très bon modèle pour les femmes entrepreneurs de notre pays. Je l'ai connue aussi avec une autre casquette quand j'étais président de la CGM, où il a participé très activement aux activités de la CGM à l'époque, dans une période extrêmement importante de l'histoire du Maroc. Je rappelle que mon mandat a commencé en 2009 et s'est terminé en 2012. Et donc pendant cette période, nous avons vécu notamment la crise financière et économique 2008-2009. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe. Et Dieu merci, notre pays est sorti grandi de cette expérience, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui la nouvelle expérience Covid. Notre pays est en train de sortir également encore grandi grâce à cette belle expérience que nous venons de vivre. Et donc, je pense que Mme Selwa Khalkhri est une femme vraiment accomplie, une femme modèle. Je pense que son histoire va inspirer beaucoup de femmes dans notre pays, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine associatif, mais aussi dans le domaine politique. Rappelons que Mme Selwa a été députée pendant un mandat, et donc une expérience très multiple. Et à chaque fois, on a vu Mme Selwa Khalkhri agir, non pas, je dirais, dans l'ombre, mais toujours dans les premiers rangs, ce qui lui permet encore d'avoir encore plus de mérite. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire très brièvement à propos de la SLOA.
Merci beaucoup, Monsieur Harani. On vous sollicitera à nouveau tout au long de cette émission. On espère vous garder le plus longtemps possible. Je voudrais saisir la présence Mehdi Kila Mehdi Alaoui chez lui et lui poser la question. Je sais que c'est un thème qui vous tient énormément à cœur, la notion de give back. Et je sais que ce projet d'ailleurs et d'autres que vous faites ou des actions que vous dirigez avec les start-upers et les startups sont un peu dans cette notion. Est-ce que vous considérez que ce genre d'exercice, c'est aussi une façon de rendre un peu à la nation de ce qu'elle vous a donné, et puis par rapport à votre expérience personnelle également? Bien sûr. D'abord, en fait, je voudrais remercier Salwa parce que, voilà, elle a tenu que je sois là présent avec vous et pour moi, c'est un vrai honneur d'être parmi vous ce soir. Moi, enfin, je suis un grand passionné, en fait, je dirais, du football. Et généralement, en fait, les grands clubs voilà, qu'on supporte, ce sont des légendes. Et ce soir, moi, j'ai l'impression, enfin, je suis avec deux légendes, Selwa et Seherani, qui pour moi, en fait, ce sont des rôles modèles. Et c'est avec beaucoup d'humilité et je dirais beaucoup d'humilité enfin, que je suis là avec vous ce soir. Alors, pour revenir sur ta question, effectivement, en fait, qu'est-ce qu'on peut laisser de mieux à notre jeunesse qu'un livre qui résume en fait une histoire? Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est on va dire, c'est beaucoup de faits qui ont marqué en fait l'histoire marocaine sur le volet digital, sur le volet politique, sur le volet aussi de, en fait, la volonté de transmettre. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette notion de give back, elle n'est pas en fait aujourd'hui encore démocratisée chez beaucoup de personnes. Et enfin, j'ai la chance au fait de travailler auprès de Salwa depuis maintenant 4 ans. Et moi, j'ai énormément appris avec Salwa. Et justement, cet ouvrage va permettre à des centaines de milliers de jeunes à comprendre un certain nombre de choses qu'on ne peut pas leur enseigner à l'école, qu'ils ne peuvent, on va dire, trouver qu'à travers, je dirais, des mots, des phrases qui sont extrêmement, en fait, fortes dans justement ce livre. Il y a plusieurs passages qui m'ont énormément marqué. C'est vrai, il y a des passages très émouvants. Ouais, très, 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 très forts. Oui. On va dire, je dirais, au-delà de l'émotion, ils sont chargés de messages très, très forts. Et je sais quand je lisais le bouquin, sachant que je ne suis pas un grand fainéant, je ne lis pas souvent. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Il y a certains passages où j'ai vraiment la chair de poule et je suis très très content en fait que Salwa, que tu as pu prendre le temps de le faire parce que en fait souvent en fait je vais prendre un exemple, ce sont en fait des petits pas aujourd'hui qui viendront des pas géants demain pour toute la jeunesse. Et pour compléter ce que disait Seherani, au-delà d'inspirer des femmes entrepreneurs, à travers ça peut ce inspirer bouquin, des hommes entrepreneurs. exactement, exactement. Des jeunes, Et des jeunes, jeunes hommes voilà. et femmes, ouais, tout à fait. Absolument. Pardon, c'est midi. Voilà, peut-être qu'il y a un passage qui me revient dans l'esprit et qui reflète au fait ce qu'un entrepreneur doit faire tous les jours. C'est le passage où tu disais, voilà, il fallait forcer le trait. À chaque fois. À chaque fois. Ouais. Et c'est important. Un entrepreneur, s'il attend que les choses viennent vers lui, il n'y a rien qui va se passer. Il faut qu'il aille arracher des choses. Et souvent, je prends l'exemple avec les entrepreneurs que j'accompagne. Je leur dis l'entrepreneuriat, c'est un petit peu comme un dessin animé. Et en particulier celui du bip-bip coyote. C'est le coyote qui cherche la success story, donc attraper le bip-bip. En fait, il va y avoir plein de misères tous les jours. Une fois, il va être terrassé par un train, il va avoir une bombe qui lui explose qui lui explose. Et à chaque fois, il va réinventer une méthode pour dépasser la problématique. Et c'est ça l'entrepreneur. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce bouquin. C'est à plusieurs fois, il y a des problématiques. Et voilà, Salwa raconte comment il a pu les dépasser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on donne confiance à ces jeunes pour leur dire, oui, c'est difficile d'entreprendre. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Sachez que
ce qu'on ne voit en termes de réussite que c'est la partie visible de l'iceberg. On ne voit pas toute la partie qui est dure, qui est compliquée, et c'est facile de pointer les gens qui réussissent sans savoir tout le parcours par lequel ils sont passés. Et justement, on retrouve dans ce livre plusieurs récits, plusieurs difficultés que Selwa a remontées pour pouvoir en arriver là. Absolument. Et d'ailleurs, ça force l'admiration et ce n'est pas des compliments. Et parmi les personnes qui ont été touchées par ce travail, Madame Selwa Berksis Kherkhi, il y a le président actuel de l'APB, parce que je rappelle que c'est une émission hommage organisée à juste titre par l'APB, et bien qu'il n'ait pas pu être parmi nous ce soir, et Mehdi est présent également en sa qualité de vice-président, Amin Zorouk nous a fait un petit témoignage. Il nous envoie des ondes positives et des mots que je voudrais partager avec vous et avec celles et ceux qui nous suivent tout de suite avec la vidéo de Amin Zorouk, président de l'APB. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir laisser ce message pour rendre hommage à une grande personne que j'ai eu la chance de croiser et qui m'a vraiment appris beaucoup de choses, à Selwa. Quand je regarde un peu en arrière, il y a on va dire une quinzaine d'années, la première fois que j'ai rencontré, c'était quand j'étais encore en France et je l'ai vue lors de la caravane Maroc Hexagone où elle défendait le Maroc et l'offre marocaine. Et c'est là où je l'ai regardée, je me suis dit, cette personne, c'est une personne qui m'inspire et j'ai très envie de suivre ses pas. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc, Selwa, si tu regardes cette vidéo, je tiens à t'exprimer toute ma gratitude par rapport à tout ce que tu as fait pour ce pays, pour ce secteur et même pour moi. Donc, encore merci d'être toujours là et pour tout ton soutien et d'être là pour nous montrer encore et encore le chemin des possibles. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite un bon événement. Désolé si je ne suis pas là, mais je suis dans l'avion en ce moment. Merci. Merci, ça me touche vraiment. Alors ? Merci Amin. C'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Je suis contente. Et puis, je le disais aussi dans mon livre, c'est que la succession, je dirais, donc, j'ai passé le bébé en étant tranquille, quoi. On a vraiment à la tête de l'APB un président et un vice-président général qui sont dans la continuité, mais également dans l'innovation. Et donc, je suis sûre qu'à la fin de leur mandat, on aura, Inch'Allah, un bilan qui est très positif. Et c'est ça qui est bien, c'est aussi bien la FEM, l'APB, etc. Dans une vie associative, il faut donner, et il faut à un moment donné savoir se retirer, passer la main, parce que c'est un engagement, c'est du bénévolat. Et puis, il faut toujours qu'il y ait des nouvelles équipes qui se succèdent pour apporter un nouveau projet, une nouvelle vision, etc. Et je suis heureuse pour l'APB. Alors, dans un exercice d'écriture, on peut prendre du plaisir à raconter ce qui a marché, mais visiblement, pour celles et ceux qui se sont essayés à cet exercice, c'est toujours très dur de revenir sur ce qui n'a pas marché, sur les échecs. Ce que vous faites par ailleurs très, très honnêtement, et c'est un parti pris, parce que j'ai l'impression que c'est ça ce que vous voulez montrer le plus. Oui. Plutôt que les réussites. Voilà. D'abord, est-ce que ce n'était pas très dur, émotionnellement, non, personnellement? Vous savez, pendant les 3 derniers mois où j'ai remis le manuscrit à l'éditeur, pratiquement, je perdais un peu le sommeil dans la nuit. Je me disais, est-ce que je l'appelle pour arrêter? Est-ce que je continue? Est-ce que... Vous savez, on m'a dit que, entre parenthèses, je me suis mise un peu à nu dans le livre parce que je raconte... c'est un livre de réalité, c'est un livre où je raconte tout, que ce soit de vue familiale, l'APB, la FEM, etc. Les difficultés que j'ai vécues depuis le plus jeune âge. Mais à chaque fois, je montre que justement, c'est avec les difficultés qu'on s'enrichit. C'est l'expérience qui nous fait grandir. Et quand on tombe, il faut savoir se relever. Et quand on ne sait pas, il faut poser des questions. Je dis toujours que quand on pose une question, on nous prend pour l'incompétent pendant quelques secondes, mais si on ne la pose pas, on reste incompétent pendant toute la vie. Donc, je dis toujours qu'il faut faire 2 pas en avant, même si on fait 1 pas en arrière,
ben, on aura toujours gagné un pas. Et donc, j'ai eu des difficultés même avec l'APB. Moi, à l'APB, je m'étais présentée il y a quelques années. À l'époque, je dirais, les membres n'étaient pas encore prêts psychologiquement donc à porter à la présidence d'un secteur aussi important. Ça s'est fait d'ailleurs en 2 temps. Il y a eu une première tentative. Où je n'avais pas justement. Et vous la racontez très honnêtement. Et je la raconte et je le dis encore. Et les gens de l'APB, les membres de l'APB qui étaient là à l'époque le reconnaissent. Oui. Je leur en veux pas du tout. C'est que psychologiquement, ils n'étaient pas prêts encore à porter à la présidence une jeune femme qui dirige une petite société de services, etc. Mais les mots sont très durs. Vous dites, je n'ai pas été élue pour la simple raison que j'étais une femme. Ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est vrai. C'est extraordinaire. Et ma réaction a été d'accepter d'occuper le poste de vice-présidente générale avec le président qui avait été Tout à élu. votre honneur. Et pendant des années, j'ai continué à militer à tel point que le jour où j'ai été portée à la présidence de l'APB, il y avait des gens qui m'ont dit « Ah, vous avez repris la présidence ». Moi, en fait, j'avais jamais été présidente. Vous avez été secrétaire général, vous avez été voilà, j'étais secrétaire générale, j'ai été vice-présidente et tout. Mais bon, j'ai fini par être présidente. Donc, de fait. De fait. Et non seulement… D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres candidats. Mais il n'y a pas qu'en 2016, c'est qu'en 2018, les collègues m'ont fait confiance et puis ils m'ont demandé donc, de refaire un deuxième mandat. Et donc, en fait, les choses évoluent au Maroc. Tout à l'heure, quand Simedi parlait de l'entrepreneuriat, etc., moi, ce que je voulais justement passer comme message à travers ce livre, c'est que l'environnement qu'ils vivent les jeunes maintenant, dans lequel ils vivent, n'a rien à voir avec l'environnement quand moi, j'ai créé mon entreprise il y a plus de 30 ans. Oui. C'est-à-dire l'environnement a beaucoup évolué, la réglementation a évolué. Il y avait pas, nous, on n'avait pas des entreprises comme la Factory pour nous accompagner. Il n'y avait pas des financements pour les startups. Mais pardon, je donc, vous interromps à chaque Maroc, fois. les choses ont beaucoup évolué. Vous racontez même que vis-à-vis de l'administration, quand vous étiez en train de créer votre entreprise, c'était quelque chose de voir une femme arriver pour déposer des statuts, obtenir des registres de commerce, etc. Moi, pendant 1 an, je vous assure, j'avais une muqaddam qui venait au bureau, qui frappait. Quand je sortais, il me dit « Aït li le patron, tu me ma kainch ». Je lui disais toujours ma kainch parce que je savais ce qu'il voulait et donc il repartait. Il a mis 1 an pour se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas un autre patron. Vous, la présidente et la patronne. Magnifique récit. Alors, on l'a remarqué, vous avez un fan club essentiellement d'hommes. Avec Sihorani, c'est Mehdi Alaoui, c'est Amin Zadour. Moi-même, si vous m'acceptez dans le fan club. Mais il y a une personne que vous citez d'ailleurs souvent, qui a été complice des grands moments, comme des moments difficiles et des moments de solitude, qui vous a accompagné sur une partie de ce parcours et qui nous a fait un témoignage en votre honneur. Ah, je voudrais qu'avec plein de surprises aujourd'hui. Qu'avec celles et ceux qui nous suivent, avec Simedi Sihorani, merci pour votre présence encore. Écoutez ce témoignage de Jamila Barada, ex-directrice générale de la CGE. Bonsoir à la famille APB, la deuxième famille de Seloa que j'ai rencontrée dans ce cadre dès 92, donc depuis 30 ans. J'ai exercé au sein de cette association qui est devenue par la suite une fédération. J'ai le souvenir de cette jeune femme frêle et timide qui essayait de s'imposer au sein d'un tour de table 100% masculin, mais néanmoins misogyne dans leur rapport avec leurs homologues femmes. Elle le souligne d'ailleurs bien dans son ouvrage, dans un des passages de son ouvrage. L'envie de se surpasser vient de cette période où elle a compris qu'être femme dans un milieu d'affaires n'était pas avantageux dans le milieu des affaires en fait. Elle a fait de cet handicap une force. J'ai suivi son parcours depuis 30 ans. Elle a surmonté les aléas inhérents à toute femme active, que ce soit dans le domaine dans sa sphère familiale, dans le domaine associatif ou dans le domaine professionnel. Tout aussi riches les unes que les autres, ces expériences ont été humainement assez exceptionnelles. Elle a enregistré des réussites comme des échecs, mais ce que je retiens à chaque fois, c'est sa détermination et son engagement sans faille pour son pays. Aujourd'hui, son désir de transmettre est grand. Cet ouvrage est un testament d'une grande richesse, un legs à la nouvelle génération. Son combat ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est son nouveau credo. Non, ce n'est pas son nouveau credo. Elle lutte pour l'entrepreneuriat féminin depuis plus de 30 ans au sein de la FEM. Mais son nouveau combat se dirige particulièrement cette fois-ci vers les jeunes femmes ingénieures diplômées dont elle veut passer un petit peu l'envie d'entreprendre dans des domaines scientifiques ou autres. Aujourd'hui, je témoigne pour l'APB et pour avoir fait partie moi-même d'un pan de son histoire,
Je salue les 2 mandats de Selwa à la tête de celle-ci. Elle a su redorer le blason de la PEBI par un programme riche et intense. Elle a apporté sa touche à travers un livre blanc sur la révolution numérique et le digital au Maroc. Son engagement dans son secteur est salué unanimement. L'histoire lui a donné raison. Bon vent à cet ouvrage, Le chemin des possibles. Bon vent à Selwa. Merci pour son amitié, merci pour ce parcours, merci pour ce témoignage. Et merci à la PEBI de m'avoir donné l'occasion de témoigner à l'occasion de sortie de cet ouvrage. Rada, on t'embrasse là où tu es. C'est vraiment une très bonne surprise. Hein. C'est vrai que c'est une amitié de longue date. On était toutes les 2 femmes, moi membre, elle directeur délégué, et forcément ça approche hein, quand on est 2 femmes au milieu des hommes. Et puis par la suite, avec les cofondatrices également de la FEM. Et donc, en tout cas, je lui souhaite un bon rétablissement parce que là, elle a accepté de témoigner en étant en France pour des raisons santé. Toutes nos pensées pour la Jamila Barada. C'est Horani, je saisis votre présence en vous remerciant d'être avec nous par vidéoconférence. Je le sais, à chaque fois que vous en avez l'occasion, vous avez œuvré pour la parité ou pour avancer dans la parité, aussi bien dans votre entreprise que vous avez fondée, que vous présidez, HPS, ou lors des différents mandats que vous avez eus, notamment à la tête de la PEBI ou à la tête de la CGM. Selwa Khalkhalibakris nous disait tout à l'heure, les choses ont changé en 30 ans. Est-ce que vous partagez ce constat? Et si, pour vous, si vous pouvez nous dire comment vous sentez le rythme pour les années à venir, le sujet étant l'accès des femmes à des hauts postes de responsabilité publics comme privés d'ailleurs. On a un petit souci de son. Micro. C'est lui qui... Oui. Voilà. On l'entend pas. C'est Horani, peut-être qu'il faut activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Là, on vous entend. Bon. Donc, je voudrais juste rappeler une évidence que tout le monde sait, c'est que plus de la moitié de la société est constituée de femmes. Comment on peut se développer sans sa moitié? Ce n'est pas possible. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, le Maroc, depuis quelques années déjà, a compris que l'activité des femmes est nécessaire pour le développement du pays. Nous avons encore un taux d'activité qui est très très bas, qui s'est dégradé malheureusement. Et donc il est urgent de rattraper cette situation anormale si nous voulons réellement concrétiser et réaliser un petit peu les souhaits de tous les Marocains qui ont été exprimés clairement dans le nouveau modèle de développement. Effectivement, j'accorde beaucoup d'importance à la parité. D'ailleurs, je voudrais juste rappeler un fait historique, je pense qu'il faut le rappeler. Tout à fait. Les statuts de la CGM, que nous avons eu l'honneur de présider à l'époque, les nouveaux statuts pour les adapter à la nouvelle constitution 2011, ont été totalement féminisés. Et je crois que c'est une première dans notre pays. Quand on parle dans les statuts du président, on dit le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente, etc. Et d'ailleurs, ça a été une très bonne chose, puisque juste après mon mandat, c'est une femme qui a commandé, je dirais, la CGM pendant 2 mandats avec beaucoup de brio, qui montre que justement, nous avons besoin de nos femmes dans tous les domaines. Mais pas uniquement parce que quand on parle de parité, en fait, c'est un sous-ensemble de ce que j'appellerais la diversité. Et la diversité, bien sûr, elle est basée principalement d'abord sur, je dirais, la parité, genre, mais également une diversité culturelle, une diversité en termes d'âge dans une entreprise. Il faut avoir un peu toutes les générations représentées pour pouvoir tenir compte de tous les avis, de toutes les sensibilités, si nous voulons vraiment enrichir les débats, surtout quand on a une approche participative pour préparer les décisions et pour avancer dans le cadre d'une entreprise. Et donc, je pense que le Maroc a fait beaucoup de pas en avant, mais évidemment, ce n'est pas simple. Et ces difficultés que nous rencontrons doivent nous pousser encore à multiplier, à doubler d'efforts pour justement permettre à la femme d'accéder à des postes de décision, peut-être même avec des lois de discrimination positive, comme ça a été par exemple le cas en France par rapport au conseil d'administration,
Donc une loi qui a obligé un certain pourcentage, qui a, disons, rendu obligatoire un certain pourcentage de femmes dans un conseil d'administration, et ça a permis de faire un saut extraordinaire. Donc je pense que nous devons donner d'abord l'occasion à nos femmes en leur faisant confiance parce qu'elles sont capables, et ils l'ont démontré à maintes reprises. Céloa en est un très bon exemplaire, un très bon exemple, mais nous devons également peut-être un peu pousser de différents moyens. Tant quand on a aussi, je dirais, l'autorité d'imposer des solutions, il faut le faire. C'est ce que j'essaie de faire en tant que président de HPS. Donc je dois assumer mes responsabilités et utiliser les autorités qui me sont données pour justement pousser la femme. D'ailleurs, j'ai fixé à notre entreprise la parité à horizon 2030. On avance tranquillement. On a dépassé à peu près le tiers aujourd'hui, ce qui est un excellent score hein, par rapport à notre métier où nous nous déplaçons beaucoup dans des pays qui ne sont pas toujours évidents. Malgré tout, on avance, malheureusement pas au rythme que j'aurais souhaité, mais nous avançons et j'espère que tout le Maroc avancera dans ce sens et utiliser pleinement nos capacités, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Laisse-le, oui. Monsieur Horani, je vais même compléter ce que tu as fait. Tu as oublié un point qui est très important au niveau des statuts. Non seulement tu avais féminisé, mais tu as imposé la parité au niveau des administrateurs désignés par la CGM. C'est toi qui as changé les statuts dans ce sens-là. Et depuis, donc, 50% des administrateurs désignés doivent être des femmes. C'est une obligation statutaire. Bravo. Peut-être un deuxième acquis, quelque chose qui m'a marqué, M. Horani, que j'ai vécu à tes côtés, c'était notre rencontre quand tu nous as pris avec toi, Saïda Karim Lamrani et moi-même, pour aller rencontrer la commission qui travaillait en 2011 sur la nouvelle constitution. Là aussi, c'était très important et que nous avons défendu avec toi justement l'implication de la CGM et la présence de la CGM au niveau de la deuxième chambre, la chambre des sénateurs au Maroc, parce que pendant mon combat politique, justement, j'avais eu l'occasion d'être membre de la commission économique et membre de la commission productive, et j'avais remarqué pendant ces 4 années que justement que la CGM avait sa place, qu'elle n'était pas là. Il y avait bien sûr les chambres de commerce, mais comme on débattait beaucoup les lois à caractère économique et l'environnement économique des entreprises, pour moi, c'était indispensable que la CGM soit présente. Et Sir Horani, en arrivant donc à la CGM et saisissant l'occasion de la commission, donc a pris ce dossier en main et il l'a fait aboutir. Bravo Sir Horani, je tenais vraiment à le dire, ce témoignage. Merci beaucoup, Léla. Alors c'est extraordinaire parce que Sir Horani disait le travail a été fait de telle sorte, et c'est très bien, et tant mieux que le mandat d'après, donc c'est vous, la seule femme jusque-là présidente de c'est pas moi, c'est Mme Mariam Salah qui a été présidente de la CGM. La PEBI, ce n'est qu'en 2016. Quand c'est que vous êtes présidente, vous êtes la seule présidente jusque-là de. Oui, tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai mis une photo dans le livre, où il y a depuis 20 ans tous les présidents hommes, et j'étais au milieu. J'ai eu la chance d'avoir cette photo. Je l'avais prise lors de la présentation de la stratégie digitale 2020 par Moulahmed. Et puis voilà, je l'ai ressortie pour la mettre dans le livre. Alors c'est tellement efficace que juste après, on voit le passage de relais, ou en tout cas quelques temps après, peu de temps après, arriver un jeune management, enfin un management fait de jeunes compétents, talentueux, ambitieux, mais en tout cas qui portent aussi de la jeunesse par rapport au management. Alors je m'adresse à Mehdi Alaoui, casquette vice-président de la PEBI. Quelles sont aujourd'hui les orientations futures pour cette organisation sur laquelle a veillé Sloa Khartey, d'ailleurs depuis sa création quasiment à différentes. J'ai toujours été membre, je suis toujours d'ailleurs membre du conseil d'administration. Voilà, donc, tout à fait. Quelles sont les orientations pour l'avenir proche? Je pense qu'il y a des projets qui sont en gestation en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Alors peut-être avant de parler de ça, je voudrais revenir sur la notion de parité, en fait, qui est aussi extrêmement importante pour nous à la PEBI et aussi dans mon quotidien. Aujourd'hui, à la Startup Factory, on a réussi à faire une vraie parité. On est à 50% de femmes, 50% d'hommes. Et c'est extrêmement important. Ça ne devrait plus être un combat, ça devrait être quelque chose de vraiment naturel. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais je pense que cette nouvelle génération prend, on va dire, ce sujet-là extrêmement au sérieux et que ça devient de plus en plus naturel. Alors, pour revenir à ce que tu disais par rapport justement
à ce nouveau mandat. Comme le disait Selwa tout à l'heure, voilà, on est dans une continuité. Selwa nous a laissé franchement une APB qui est saine, avec, je dirais, un certain nombre d'atouts. Et aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est vraiment en fait de compléter ce chemin-là, d'apporter aussi un petit peu d'innovation et de voir en fait comment en fait amplifier tout ce travail qui a été fait. Alors, il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites et d'autres qui viendront, Inch'Allah, bientôt dans les prochaines semaines, qui sont extrêmement importantes. En tout cas, pour ce que je peux annoncer aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé sur le Pacte Maroc Digital, qui a été au fait un travail fait par l'APB et plusieurs acteurs du digital qu'on a su rassembler autour de nous, qu'on a remonté justement au ministère, où on a aussi partagé avec, je dirais, les membres du nouveau modèle de développement et qui ont pris, je dirais, en compte un certain nombre de sujets qui étaient dedans. Et aujourd'hui, voilà, on se bat pour, ensemble, avec Selwa, avec Sehorani, les gens du conseil d'administration, les membres du bureau, pour donner au digital sa vraie place, voilà, comme secteur. Alors, je vais peut-être revenir aussi sur des chiffres qu'on a recueillis lors d'une étude. Je ne sais pas si vous savez que le digital est aujourd'hui le secteur le plus grand dans le monde. C'est 23 trillions. C'est le secteur le plus important. C'est aussi le secteur… 23 trillions de dollars. Okay. C'est vraiment le secteur le plus grand dans le monde. C'est plus grand que l'aéronautique, c'est plus grand que l'automobile, c'est plus grand que je dirais, les technologies de l'espace. C'est celui qui consomme le plus de budget aujourd'hui. Et c'est en même temps le secteur où il y a le plus d'investissements chaque année. Plus de 7 milliards d'investissements chaque année. Et d'ici 2025, le secteur du digital ou l'économie numérique va représenter 25% de l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un moment extrêmement important où le Maroc doit se positionner sur le digital une fois pour toutes. C'est un pari qui est quand même difficile parce qu'il y a un travail sur un changement de mentalité qui est extrêmement dur, mais qu'il faut qu'on fasse. Et c'est un pari qu'on doit prendre parce que si on ne le prend pas, je ne sais pas comment notre pays peut arriver justement à cette équité sociale, à cette justice, à cette transparence dont on a besoin. Notre pays a besoin de faire ce leapfrog et de sauter des étapes. Et il ne peut le faire que grâce à le digital. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant justement la phase de confinement, avec tout ce qui est éducation à distance, santé à distance, tout ce qui est logistique, tout ce qui est e-commerce, c'est ce qui a permis, en fait, je dirais, au pays de garder, je dirais, boutique ouverte quelque part. Donc aujourd'hui, cette prise de conscience doit être démultipliée, doit être opérationnalisée. On n'a pas d'autre choix que continuer à militer ensemble pour que cette transformation se fasse aujourd'hui, pas demain. Demain, ce sera déjà trop tard parce que tous les avancées qu'on a fait autant que pays, si on ne fait pas cette transformation de l'économie classique, je dirais même pas la digitalisation, passer à l'économie numérique, directement. En fait, malheureusement, on va revenir en arrière, on ne pourra pas avancer. C'est pour cela que le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui à l'APB n'aurait pas été possible sans avoir en fait une APB qui est saine, une APB qui a des moyens. Je voudrais rappeler au fait que quand Selwa nous a passé le flambeau, elle nous a laissé une APB qui a des moyens. Et sans les moyens, on ne peut pas faire grand-chose parce que on aurait été en face d'un combat qui est d'aller chercher de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, on a eu cette chance-là et je remercie énormément Selwa au nom du secteur de nous avoir vraiment laissé cette APB qui a des moyens, qui nous a permis de faire des études et des choses qui sont en train de permettre peut-être de créer une première dans le digital au Maroc. C'est développer quelque chose de très très important pour nous tous autant que secteur du digital. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, oui, on comprend bien. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines ensemble avec la famille de l'APB pour une nouvelle page du secteur. Laisse-moi vous confirmer un peu ces idées. Vous qui avez été en contact avec l'international très tôt, l'idée de la FEM, je pense que vous l'avez lors d'un voyage en Tunisie, où votre curiosité vous amène à voir ce qui se passe dans une salle à côté, et puis vous découvrez qu'il y a ça, et puis dans votre carrière d'entrepreneur aussi. Avec je rappelle par rapport justement au digital, je rappelle un peu les différentes stratégies digitales que le Maroc a menées depuis en fait l'arrivée du gouvernement de l'alternance, avec Siusfi, avec la création d'un secrétariat d'État. Donc,
Il y a eu en fait plusieurs stratégies. Il y a eu à un moment donné une très belle stratégie qui a été faite par Sereda Chami, donc Maroc numérique 2013. Mais il n'a pas eu le temps, je dirais, de la mettre en œuvre jusqu'à la fin. Et donc, il y a eu un moment de flattement quoi, au niveau de notre secteur. L'arrivée de Sidi Moulay Hafid Alami a donné la priorité. Il nous l'a dit, il avait été honnête dès le départ. Il avait beaucoup donné la priorité à l'industrie. Et donc, ce n'est que ces 2 dernières années que il reprend au moins le secteur de digital. Mais le Covid, je dirais, la chance, malheureusement, la malchance du Covid a fait qu'il y a une véritable prise de conscience, justement, de l'intérêt du digital. Et donc, l'APEBI a mené des études profondes. Elle a su aussi fédérer d'autres acteurs, parce que ce qui est important, c'est qu'on soit tous unis et porter le même projet public-privé, donc en partenariat avec le ministère. Donc, je suis sûre qu'ils vont dévoiler en fait des choses qui sont intéressantes et puis surtout concrètes. Et puis, ça vient également avec les recommandations de la Commission sur le nouveau modèle de développement économique qui a mis le digital comme un des leviers donc, principaux qui peut accompagner l'ensemble des secteurs. Donc, je suis assez optimiste. Je disais toujours que l'avion était encore sur la piste, mais là, je suis sûre qu'il va décoller dans les semaines, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et on compare, parce qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs AITEX, de comparer avec d'autres pays africains, oui, etc. Donc, il y a des domaines où on a encore du retard, même par rapport, je dirais, par rapport à nos voisins sud-sud. Et puis, il y a des choses qui doivent être accélérées très rapidement, comme les infrastructures, la formation et le service digital de l'administration. Je pense qu'avec si on arrive à accélérer ces 3 domaines très rapidement, on peut aller très vite. Quoi. Dans toute cette dynamique, Madame Slava Berchis-Kharkhari, vous qui êtes un peu la marraine de l'APEBI, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui l'APEBI doit se transformer, changer, prendre une nouvelle dimension, je ne sais pas moi, peut-être même changer de naming, aller au-delà de… Vous savez, on a changé le logo, là c'est un nouveau logo, il y a 2 ans, donc ça c'est moi qui l'ai changé. Oui, c'est votre réalisation. Ça, pour un peu montrer la jeunesse, les couleurs, la fraîcheur, etc. On a beaucoup hésité à changer de nom, mais en fait, le nom étant connu, quoi. C'est une marque qui a sa place depuis plus de 30 ans. On a fêté 30 ans d'anniversaire. Même plus aujourd'hui. Il y a une belle photo, en fait, de 30 ans sur le livre. Oui. Et donc, on s'est dit, vous savez, la transformation, c'est toujours dans la continuité. Et c'est toujours chaque équipe qui va ramener de l'innovation et de la transformation. On est à l'instar de notre pays. Regardez le nouveau modèle de développement économique. Il ne fait pas table rase sur tout ce qui a été fait, mais il apporte des choses en plus. Ben, l'APEBI, c'est pareil. Et moi, j'ai de la chance d'être une femme et dans le digital. Et donc, vous voyez, des fois, je réfléchis. Je me dis, vous connaissez très bien Mouad Jamaï, qui est maintenant Wali, qui était très actif dans le secteur et tout ça. Et à l'époque, le groupe s'appelait encore GFI. Et quand il passait devant le stand, il y avait GFI. Il me dit, est-ce que tu sais c'est quoi GFI? Je lui dis, non, c'est quoi? Il me dit, c'est la grande femme de l'informatique. En fait, il m'appelait comme ça. Et le fait d'être une femme et dans le digital, il y a des études de la Banque mondiale qui démontrent que le digital peut faire gagner jusqu'à 2% de croissance dans le PIB. Et McKinsey, dans leurs études, ils disent que l'implication des femmes dans l'économie peut faire gagner 2%. Donc 2 plus 2, on peut faire gagner 4%. Clairement. Et on en a vraiment besoin. Alors, je reviens sur votre bouquin, où il y a des choses qui sont très personnelles. C'est vrai que je disais en tout début d'émission, ce n'est pas un conte de fées classique, mais un conte de fées FAITS, mais ça ne manque pas de romance et ça ne manque pas de magie. Et il y a cette jeune fille originaire d'Ouazzane qui obtient son bac à Mohammedia dans des conditions un petit peu compliquées, qui est obligée d'avoir de l'imagination pour pouvoir avoir son passeport et partir en France. Il y a Paris, il y a la France, il y a cette grisaille, cette solitude. Et vous avez vu tout à l'heure passer un nom qui vous dit quelque chose. On parle évidemment d'un prénom, Chantal. Il s'agit de Madame Chantal Richard, professeure. Alors non, je ne veux pas faire l'ascenseur émotionnel. Elle n'a pas pu faire de vidéo. Voilà, donc c'était une erreur de synthèse. Ça a apparu à un moment, mais elle a fait mieux. Elle est avec nous, en direct. C'est pas vrai. Et elle a quelque chose à vous Alors dire. Là, c'est vraiment… Professeur Richard, je ne sais pas si vous nous entendez. C'est une émission pleine de surprises. Hein. Moi, je vous entends très bien. J'ai suivi tous les débats. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous. On vous entend très bien. Dommage qu'on ne peut pas la voir. C'est parfait. Salwa, je suis franchement très émue
Moi aussi, vraiment de participer. savoir. Ma professeure d'il y a plus de 40 ans, ça me fait... Eh bien oui, j'ai fait les calculs là. Précédemment, il y a quelqu'un qui a dit 30 ans. Ben, moi, je dépasse tout le monde. Ça fait 40 ans qu'on se connaît environ. Et donc, j'ai été ton professeur. Je ne dis pas que je t'ai accueilli quand même en France parce que tu t'es un peu débrouillée, Salwa, toute seule, avec toutes les difficultés que tu as rencontrées. Mais très vite, on s'est connus et j'étais ton professeur d'informatique, plus précisément d'algorithmique. Et toi, tu as écrit un livre, dont on parle là aujourd'hui. Moi, j'ai écrit des livres d'algorithmique. C'est moins, ça a moins de charme, mais bon. Et donc, vraiment, je suis très émue d'être là et je remercie tous ceux qui ont permis ma présence ici. Et donc, bon, j'ai été ton professeur d'algorithmique, d'informatique. Mais après, on ne s'est jamais quitté. On a continué nos relations à distance quand tu étais au Maroc, mais je suis venue plusieurs fois avec mon mari, mes enfants au Maroc, et nous formons vraiment une famille marocaine, franco-marocaine, c'est très, très fort, et j'ai qu'une envie, c'est après ce fameux Covid, de revenir faire un tour à Casa, parce que franchement, vous me manquez tous. Je te dis bravo, parce que c'est merveilleux ce que tu as fait, c'est merveilleux ce que tu as fait pour les femmes. Moi qui suis militante aussi dans d'autres secteurs, mais enfin qui milite pour la nature, qui milite politiquement aussi, je crois que tu as vraiment réussi, Salwa, et je suis fière de toi et je t'embrasse très fort. Merci Chantal. Hein. Mais tu m'as quand même fait dormir sur un lit de camp pendant quelques mois. Hein. Je l'ai lu dans le livre. Je l'ai dit dans le livre. Hein. Tu n'avais pas encore de livre. Tu le dis dans ton livre, Salwa, c'est un truc un peu marrant parce qu'on venait juste d'acheter une maison, on était en travaux et puis on a accueilli Salwa qui ne savait pas où coucher. Et bah oui, on lui a donné une chambre qui était toute en travaux avec un lit de camp, on n'avait pas autre chose. Enfin, voilà. Et puis après, elle s'est occupée elle a fait un peu la nounou de nos enfants. Mais on ne va pas tout dévoiler, sinon ils ne vont pas acheter le livre. Ah non, ça donne envie d'acheter le livre. Au contraire, allez-y, le cherchez. Ah, mais j'avais oublié de mettre la vidéo. Voilà, c'est moi. Allez-y, achetez votre livre chez Khalsi, Carrefour des livres à Casablanca, ou commandez-le par WhatsApp auprès de Madame Yousra au 06 35 853 151. Je répète, 06 35 853 151. C'est au prix de 90 dirhams et les bénéfices. Ce n'est pas des bénéfices, c'est les droits d'auteur. C'est les droits d'auteur qui vont aller directement à une association qui s'appelle Maroc Solidarité, qui œuvre pour l'ascenseur social dans les lycées publics, justement. C'est vraiment l'objectif. Alors, justement, l'ascenseur social, c'est ce que vous permettez aujourd'hui avec plein d'actions. Et si on a choisi... D'abord, parce que vous en parlez avec des mots très émouvants de professeur Chantal Richard, parce qu'on a l'impression que vous étiez dans un tunnel, que c'était tout noir, et puis à un moment, il y a cette lumière. Il y a toujours quelqu'un. Vous savez, vous avez toujours... dans la vie, vous arrivez toujours à trouver quelqu'un sur votre chemin qui est prêt à vous accueillir, qui est prêt à vous tendre le bras, qui est prêt à vous aider. C'est ça qui est super. Alors, il ne faut pas rester enfermé, quoi. C'est ça. Alors, c'est Horani, je ne sais pas si vous êtes avec nous, si vous avez entendu ce magnifique témoignage de professeur Richard Chantal et de cette rencontre prémonitoire qui se passe à Paris, qui transforme un peu le destin de Salwa, comme Salwa a transformé le destin d'autres. Je vais saisir l'occasion que vous soyez parmi nous. Je sais aussi que vous avez une histoire personnelle magnifique, extraordinaire. Est-ce que vous confirmez cela, ces rencontres magiques qui changent un peu le destin, ou par l'effet du hasard, c'est des rencontres personnelles, ou alors par des mécanismes qu'on met en place quand on est la PB, quand on est la CGM, quand on est des grosses entreprises? Oui, bien sûr, tout à fait. Hein, tout à fait. Donc ça m'a rappelé une autre histoire qui est la mienne. Quand j'ai démarré ma carrière informatique, je travaillais dans une filiale de Boyna à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Et j'ai rencontré dans cette expérience deux grands hommes qui m'ont encadré. Et donc, je dirais, tout ce qu'ils m'ont apporté, je ne l'oublierai jamais.
ils ont été pour quelque chose dans ce que j'ai pu faire après dans ma carrière professionnelle. Et aussi, je pense que c'est l'occasion aussi de rendre hommage à l'amitié franco-marocaine. C'est une amitié vraiment très, très, très profonde, très sincère, une amitié qui profite aux deux côtés, aux deux parties. Nous avons beaucoup de choses en commun. Là, d'ailleurs, nous sommes en train de parler français dans cette conférence, dans ce qui rend encore plus riche notre patrimoine et notre culture. Et sincèrement, nous avons beaucoup à gagner dans l'amitié franco-marocaine, que ce soit pour le Maroc ou pour la France. C'est Hourani, pour celles et ceux qui nous regardent et qui c'est des jeunes générations, vous ont découvert peut-être à la télé ou sur les pages des journaux, des magazines, ils se sont dit, président qui a réussi sa vie, ne le prenez pas mal et j'espère que vous n'en serez pas gênés, mais je poserai la même question à Mehdi Alaoui tout à l'heure et à Salwa Kharkhi. Avec quel capital vous avez démarré votre carrière, c'est Hourani? Pour HPS, on avait un capital de 500 000 dirhams. Voilà. 500 000 dirhams. La première sortie nous a coûté 250 000 dirhams à l'étranger pour participer à un salon. Et aujourd'hui, votre groupe, votre entreprise fait quel chiffre d'affaires à peu près, on va dire? Aujourd'hui, on est à peu près vers les 900 millions de dirhams. Nous sommes cotés à la bourse de Casablanca. C'est pour ça que je me permets la question. Notre valeur boursière est pas loin de 5 milliards de dirhams. Donc, vous voyez un peu le chemin parcouru de 500 000 dirhams à 5 milliards de dirhams en 25 ans, grosso modo. Ça donne de l'espoir, c'est le chemin des possibles. Merci beaucoup pour ce témoignage, Salwa. Vous avez démarré avec quel capital? Moi, c'était exactement mon solde de tout compte. Donc, en partant de ville, et j'avais donné même le chiffre exact, c'était 50 000 dirhams, 300 et quelques, quoi. Donc, vraiment, un capital de 50 000 dirhams. Dans le service, il n'y avait pas besoin de… Et au bout, l'entreprise qui est devenue GFI Maroc, oui, etc., tout à fait. C'est quelle taille aujourd'hui? Moi, quand j'ai intégré le groupe, quand le groupe a investi dans mon entreprise, en fait, on était une quinzaine de personnes uniquement. On faisait dans les 14 millions de dirhams de chiffre d'affaires. D'accord. Et puis, donc là, on est autour de 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. C'est important que je revienne sur ça pour le jeune public qui nous regarde. Et je sais qu'il y a beaucoup de start-upers, et Mehdi connaît très bien cette question, qui nous regardent et qui pourraient à un moment dire non, c'était toujours les grands pour les grands, facile, etc. Alors que. Non, pas du tout. Mehdi Alaoui, vous avez démarré avec quel capital, vous? J'ai lancé plusieurs, en fait, oui. entreprises et plutôt start-up. Alors, souvent, en fait, j'ai démarré avec des capitaux tout simplement de 10 000 dirhams. Je me rappelle une fois 2500, une fois 12 500. Et voilà, on faisait des chiffres d'affaires entre 10 millions à 20 millions en fonction de chaque entreprise. Aujourd'hui, cette notion de capital n'est plus importante. C'est ce que j'allais dire. Pour les startups surtout. C'est pour donner des repères, évidemment. C'est-à-dire que je prends l'exemple en France. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise à partir de 1 euro. Oui. Donc, la notion de capital n'est pas importante. Et surtout dans le digital, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un ordinateur, de la matière grise une idée. Et beaucoup de persévérance, en fait. Ouais. C'est ça le vrai capital, c'est ne jamais abandonner en réalité. Parce qu'on finit par réussir. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de moyens ou ceux qui sont les plus rapides ou les plus forts qui réussissent dans le monde des startups. C'est tout simplement ceux qui n'abandonnent jamais. Et qui ont une bonne idée, une idée innovante. C'est surtout ça part de ça. Et une équipe complémentaire. Voilà, c'est très important. Souvent, on a tendance à dire je me lance tout seul, j'ai envie d'avoir 100% de capital, mais en réalité, ou des actions, mais ce n'est pas ça qui est important. Et quand on voit en fait les grandes réussites internationales, que ce soit Alibaba ou Facebook, etc., en fait, c'est des success stories qui ont pris au moins 10 ans, 15 ans. Et souvent, cette nouvelle génération a appris que tout est instantané, que tout est facile. Alors que non, ça ne change pas. Une réussite, il lui faut du temps, de la persévérance et y croire. Et bien évidemment, avec des rencontres magiques, des gens en fait qui t'ouvrent des portes, qui te tendent la main avec aucune contrepartie, parce qu'ils ont juste envie d'aider. Et il y a en fait quelque chose que tu dis souvent, Salwa Wahed Lakotte, que j'adore, que tu as dit dans l'émission Qui veut investir dans mon projet.
tu disais, au fait, souvent, en fait, les jeunes ont l'impression que les portes sont fermées. Ouais. Finalement, ils ne sont pas fermés. Ils sont un petit peu entrouvertes. Il faut juste les pousser. Tout à fait. Ou parfois on enfonçait les portes et c'est revenu sur quelques épisodes, sur quelques séquences de la vie de Lasloua Abdelaziz Qarqali. Alors, autre réussite, c'est un exemple également pour un certain nombre de jeunes ou plus que jeunes ou moins que jeunes. Il a tenu à faire également un témoignage pour vous. On va l'écouter tout de suite. C'est Hassan Amour, président directeur général de Alors, Microdata. vraiment, Tout de suite la vidéo et fait on des revient sur le surprises, plateau. Ah, c'est joli. Je garde le souvenir d'une femme ambitieuse, dans le bon sens du terme, engagée, travailleuse. Nous avons gardé le contact durant ces 30 dernières années et dans toutes les missions, dans tous les jobs qu'elle a eus, Salwa, je crois dire sans me tromper que elle a réussi tout ce qu'elle a entrepris. Bravo, c'est une femme inspirante pour toutes les femmes de ce pays. C'est une femme également inspirante pour les entrepreneurs de ce pays. Et je dirais également qu'elle a eu une contribution très importante dans la promotion et le développement des technologies de l'information dans notre pays, à travers l'associatif, à travers toutes les actions qu'elle a menées durant les dernières années et pendant sa présidence de l'APEBI. Donc, merci Selwa pour ce que tu es, merci pour ce que tu as fait, et je te souhaite le meilleur pour l'avenir. À très bientôt. On n'a rien inventé, ce sont des témoignages tout à fait légitimes et sincères. Ça me touche vraiment. L'entrepreneuriat, c'est votre credo, c'est votre combat. Vous en parlez quasiment tout au long du livre. Si Hourani tout à l'heure regrettait, à juste titre d'ailleurs, que le taux d'activité des femmes recule ces dernières années, vous avez été également aussi député. Oui. Qu'est-ce que ça faisait d'être une femme d'affaires, venant visiblement du libéral, dans un groupe parlementaire de gauche pour ne rien Oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'était un peu la continuité de mon combat, parce que j'ai présidé la FEM de 2000 à 2006. Et donc, par la suite, c'était vraiment, c'est une continuité. Donc, la FEM m'a rendu visible, il faut le dire. C'est important. Quand on est dans l'associatif, forcément, on est visible. C'est pas le poste, en fait, qui fait les personnes, mais ce sont les personnes qui font les postes. Et puis, bien sûr, j'ai adhéré, comme je dirais, j'ai milité au sein du parti, qui est mon parti, en fait, de famille, où beaucoup de gens, justement, ont découvert que je suis issue d'une famille, donc USFP. Mon père, là, était militant, il s'est fait emprisonner, etc. Et donc, c'était évident que j'allais dans mon parti d'origine. Et c'est vrai que j'étais peut-être chaque fois une ou deux femmes maximum dans le secteur, dans les commissions de secteur productif, dans la commission de secteur finance. La plupart des autres femmes sont plutôt dans les commissions, soit affaires étrangères, soit les commissions sociales. Et au départ, on me regardait quand même, on ne regardait pas forcément d'un bon œil une femme chef d'entreprise dans un parti socialiste au Parlement, on ne voyait pas. Alors qu'en fait, non, c'était la continuité. Je militais justement pour le partage des richesses, je militais pour la PME, la TPE, donc pour les plus petits, je militais pour les femmes d'économie, j'ai travaillé sur les lois et j'étais même heureuse en 4 ans en fait, d'avoir fait 2 propositions de loi en fait, pour les couvertures sociales des femmes. Et donc, c'était quelque chose qui est intéressant et je me suis rendu compte aussi que c'était un milieu qui était difficile, où il y avait beaucoup de coups bas, malheureusement. C'était aussi plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Et puis l'agenda politique et l'emploi du temps politique ne s'adaptaient pas forcément. Donc, pendant 4 années, en fait, j'ai essayé de jongler entre ma vie de professionnelle et puis politique, bien sûr à côté de la vie familiale, et donc avec les déplacements là-bas, mais c'était une expérience très riche et je m'étais justement présentée pour pouvoir refaire un deuxième mandat sur la liste nationale. Malheureusement, donc le parti ne m'avait pas mis en position éligible, mais j'ai défendu le programme du parti en 2011. D'ailleurs, c'est même moi qui l'ai présenté au niveau de la CGM, le programme de l'ISFP. Et puis en 2011, avec les problèmes que le parti a vécu et puis ma maladie, donc j'ai mis une pause et je me suis détachée de la politique, sachant qu'en fait, qu'on fait tous de la politique ensemble, parce que pour la politique, c'est agir
pour l'ensemble, agir pour le pays. Donc, directement, on fait de la politique et je me suis dit, peu importe où on est, on peut toujours travailler son pays. C'est vrai. Alors, je profite toujours de la présence de Seharani avec vous, toujours dans ce même axe de l'entrepreneuriat. Vous qui avez été dans des fonctions nationales de premier plan, vous avez été au contact au quotidien avec tout ce qui tourne autour de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Sincèrement, et je prends la casquette peut-être des jeunes qui aujourd'hui disent oui, le discours à l'américaine, allez-y, persévérer, pousser les portes, il n'y a qu'à faire. La vérité, ce n'est pas tout à fait la réalité. Moi, j'ai mon problème avec mon banquier, j'ai un problème pour payer la fin de mois, j'ai un problème avec le loyer, j'ai un problème avec la fiscalité, avec le foncier, avec le financement. Comment est-ce qu'on peut faire, avec l'expérience qui est la vôtre, Seharani, comment est-ce qu'on peut faire pour aller encore peut-être plus vite, être encore plus concret dans la promotion de l'entrepreneuriat? Après, j'écouterai Mehdi sur la même question peut-être. Je voudrais tout simplement, pour répondre à votre question, dire que les conditions actuelles, malgré tout ce qu'on peut dire en termes de limites, etc., sont de très loin beaucoup plus favorables à l'entrepreneuriat qu'il y a 26 ans, quand, par exemple, nous avions créé notre société. Je vais donner juste un petit exemple qui va illustrer ce que je suis en train de dire. À l'époque, pour pouvoir engager des dépenses à l'étranger, on avait droit à 20 000 dirhams par an sans autorisation. Au-delà de 20 000 dirhams, il fallait demander une autorisation qui prenait des mois. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Il n'y avait pas d'incubateur. Et la liste est longue, la liste est longue. En fait, je pense que là, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on doit absolument réussir avec toutes les conditions que nous avons. Il ne faut pas se conditionner par un certain nombre de prérequis qui n'existent pas, parce qu'on ne démarrera jamais l'expérience d'entrepreneur. Et quand on parle de succès ou d'échec, moi je préfère parler d'expérience. Un succès, c'est une expérience. Et on peut tirer des leçons d'un succès. Un échec, c'est encore plus intéressant, une autre expérience. Et on peut tirer des leçons à partir d'un échec. Et c'est comme ça qu'on se forge, et il ne faut jamais baisser les bras. Et si on se rend compte qu'on est sur une mauvaise piste, il faut avoir le courage de dire j'arrête et je fais autre chose. Et donc, en fait, moi je pense que le Marocain, culturellement parlant, est un entrepreneur. Je ne suis pas un spécialiste pour vous parler de ça de manière scientifique, mais je peux vous dire qu'autour de moi, je le sens. Dans tous les milieux que j'ai côtoyés de manière proche, j'ai toujours rencontré des gens qui sont capables d'être des entrepreneurs. Évidemment, donc il faut être entrepreneur, ça d'une part intrinsèquement, mais je suis d'accord, ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à faire des efforts, à doubler d'efforts même, je dirais, pour offrir à ces entrepreneurs les meilleures conditions, le meilleur, je dirais, cadre, le meilleur environnement des affaires pour leur permettre d'entreprendre. Il faut les aider, etc. Mais tout cela, je pense que ça doit se faire en parallèle avec les expériences que nous devons tous, quand on a la possibilité, d'essayer. Et c'est comme ça que nous pourrions avancer en matière d'entrepreneuriat. Tout à fait. Du propos de Seharani, oui. De répéter ce qu'a dit Seharani avec d'autres mots. Je pense que je dirais, les conditions sont relatives dans le temps et par rapport à la géographie. Bien évidemment, aujourd'hui, les conditions qu'on a pour les start-upers et les entrepreneurs au Maroc, c'est vraiment comme Alice au pays des merveilles par rapport à il y a 15 ans, 20 ans. C'est vrai, oui. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des structures d'accompagnement, des subventions, des financements. C'est du concret, vraiment? Oui, c'est du factuel. Si on prend le programme, par exemple, qui a été lancé par la Caisse centrale de garantie, aujourd'hui, 350 projets ont été financés en l'espace de 3 ans. D'accord. Chose qu'on n'avait pas avant. Et c'est un fait, c'est une réalité. Mais bien sûr, si on se projette par rapport à ce qui va y arriver à 10 ans, il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Et si on se compare par rapport à ce qui existe en France ou à San Francisco, ce qu'on a aujourd'hui, c'est très peu. Mais c'est aussi beaucoup par rapport à ce qu'il y a dans d'autres peut-être pays.
Donc, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Cela dit, un entrepreneur, quand il se réveille le matin, la première question qu'il doit se poser, c'est quoi les challenges que je vais devoir dépasser. Sinon, il a qu'à rester dans son lit et s'endormir. Puisqu'un entrepreneur qui ne règle pas de problème, bah, en fait, ce n'est pas un entrepreneur. C'est vrai. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas intéressant. Bah oui, moi je dis, quand je me réveille le matin, la première chose que je me pose, c'est quoi les nouveaux challenges qui vont m'arriver, que je vais devoir dépasser. Et c'est avec ce mindset-là qu'il faut se confronter à la réalité et avancer. Donc voilà, enfin, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est l'essence lui-même de l'entrepreneuriat. Selwa, c'est Oui, sur votre oui. mandat En fait, avec ces... je rejoins un peu ce qui a été dit et en fait, à travers le livre, j'essaie un peu de montrer comment l'environnement il a changé. Moi, je vous donne un exemple concret. J'ai 2 fils ingénieurs qui ont créé une start-up Ah ouais, d'accord. il y a quelques mois et qui sont ici au Technopark. Et par exemple, ils trouvent que la carte de start-up donc pour acquérir, payer à l'international, peut-être le montant n'est pas suffisant, mais en Oui. fait, comme il a dit Horani, nous, il y a quelques années, on n'avait même pas cette carte. Oui. Donc, les choses évoluent. Mais C'est c'est ça. vrai que par rapport à cette nouvelle génération, peut-être qu'ils trouvent que ça devrait évoluer un peu plus vite. Tout ce qui est service administratif, ils voudraient que tout soit C'est ça. digitalisé. Et c'est vrai, ils ont raison. C'est des ingénieurs qui arrivent de France. Ils n'ont pas envie d'aller dans les administrations et attendre. Et donc, c'est vrai que peut-être en lisant, ils vont dire, bah, finalement, les choses ont beaucoup évolué. Et c'est à travers, en fait, notre militantisme à tous qu'on peut faire évoluer les choses. Je voudrais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, s'il te plaît, parce que ça m'a interpellée. Quand tu as dit, vous dites, c'est-à-dire nous les mentors, peut-être moi, c'est Oui, Horani, il n'y a etc. qu'à faire, il faut... Il n'y a qu'à faire, faut etc. faire cela. Mais en fait, il ne faut pas seulement qu'on dise, il faut qu'on dise et qu'on donne l'exemple. Ce qui est C'est ça. important, c'est d'agir, de faire ce qu'on dit. Et moi, ça a été toujours mon credo et je l'ai appliqué. Mes premiers bons de commande, quand j'avais créé mon entreprise, sont partis à des femmes. Une pour l'abonnement téléphonique, l'autre pour l'assurance. Oui. Mon dernier bon de commande, avant, je veux dire, en passant la main sur la partie opérationnelle Maroc, ça a été à une femme pour accompagner sur la partie RH. Et donc, moi, je dis qu'il faut, et les bons de commande, c'est pas Mehdi qui va Dire me le contraire. démentir, c'est que justement, c'est ce qui est important. Oui. Et donc, nous, ces jeux-là, on doit leur donner des conseils, d'accord, mais on doit aussi être exemplaire, et c'est très important. Alors, un autre acteur qui a suivi ces évolutions-là, ces progrès, ces changements, qui connaît bien ces questions-là de démarrage, de consulting ou d'accompagnement des entreprises, a fait un témoignage pour vous. Visiblement, vous avez un fan club qui est très large. Ah oui, Il s'appelle Abdelghani Bendiar et il dirige Bendiar Business Consulting. On l'écoute tout de suite et on revient après. Bonsoir Selwa. Il n'est pas aisé de résumer une amitié de 30 ans en quelques mots. Tu sais que j'ai toujours admiré chez toi ton engagement, ton esprit d'initiative, tes réussites professionnelles et associatives constituent un exemple à suivre pour les jeunes et les moins jeunes. Merci beaucoup pour ce que tu as accompli pour notre profession et notre pays. À bientôt. Merci beaucoup, c'est bien. Alors, c'est Bendiar, vous disiez, c'est les débuts de Ah la oui, PBI, tout à oui. fait. C'est Hassan Amour, c'est parmi les gens qui ont justement apporté beaucoup à la PBI. C'est ça qui est super dans la PBI, c'est que vous voyez des différents présidents qui continuent donc à suivre, qui continuent à témoigner, qui continuent à s'impliquer. C'est la force de cette fédération. C'est une vraie fédération. Alors, c'est marrant, je m'étais amusé à voir les documents de la PBI. J'avais trouvé un édito de vous, Selwa Kharkhali, signé en 1989, et c'était un questionnement sur faut-il oui ou non tenir un salon. Ça avait un autre nom à l'époque. Et puis j'ai lu récemment. Le site expo. Oui, le Ouais, site expo, tout à fait. On avait eu l'honneur de recevoir Sa Majesté. À l'époque, il était prince. Tout à fait. Et j'ai lu aussi, j'ai essayé de lire le maximum de ce que vous avez produit et écrit, un éditorial, si on peut appeler ça comme ça, qui était dans le Recommender Paper, dans le livre blanc qui a été élaboré il n'y a pas longtemps. Et là, on était dans une autre dimension de l'évolution de l'humanité quasiment. On a remonté le temps et du rôle du numérique et du digital. Vous qui avez été au contact, et vous êtes toujours au contact avec l'Afrique, l'international, pensez-vous que sincèrement le Maroc peut se placer sur le numérique, si je peux appeler ça comme ça, le secteur comme sincèrement, et on a eu l'honneur et le plaisir de préparer ce livre de recommandation paper que j'ai moi-même présenté au chef de gouvernement.
Il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'il nous manque, c'est un peu la gouvernance de ce secteur et de nouveau, la commission aussi je pense, a relevé la même chose. Ouais. C'est vraiment la gouvernance parce qu'on sait ce qu'il faut faire, on a les moyens de le faire, on a la jeunesse, on a le soutien d'institutions financières importantes comme la Banque mondiale, on a la note d'orientation de la NRT pour les 5 prochaines années, on a la note d'orientation du gouvernement, de l'ADD. Il y aura donc le Maroc digital qui va également apporter. Maintenant, ce qu'il faut, comme il a dit Mehdi tout à l'heure, c'est accélérer la mise en œuvre, la gouvernance de système, de ce secteur, et puis en fait essayer d'impliquer et d'inclure toute la population marocaine, parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y a en fait deux Maroc, un Maroc numérique qui utilise le numérique et un Maroc qui est laissé, comme malheureusement ce qui s'est passé au niveau de l'enseignement, où une grande partie d'élèves n'ont pas pu suivre justement la formation à distance parce qu'on manquait d'infrastructures, on manquait d'Internet à haut débit je veux dire, à la disposition avec des coûts importants. Et donc, c'est très important. Moi, je verrais même des messages publicitaires à la télévision pour l'utilisation du digital. Je verrais des kiosques un peu partout avec des jeunes et qui font du service digital pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur ou qui sont analphabètes, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire. Mais il faut, je dirais, il faut un conducteur de cet avion, parce que j'appelle toujours, il faut un pilote dans cet avion, il faut une gouvernance et rapide, un peu ce qui se fait à l'instar au Rwanda, où j'en parle aussi, où c'est le président du pays lui-même qui tous les mois fait un point avec l'ensemble des ministères pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans les services administratifs, les services digitalisés, etc. Et je pense, moi en tout cas, je suis confiante maintenant avec les recommandations de cette commission. Je pense que c'est vraiment, j'espère, enfin je pense et j'espère que je serai encore là quand les choses vont vraiment se concrétiser et une vraie mise en œuvre. Que vous soyez là et que vous en ayez peut-être la responsabilité ou la charge qu'est-ce qu'on en sait. Alors, Seharani, vous êtes un acteur aussi présent un peu partout dans le monde et vous voyez certainement comment évolue ce secteur dit du digital, du numérique dans certains pays. Et Laszlo citait à juste titre l'exemple du Rwanda, mais ce n'est pas le seul. En France, c'est une affaire d'État, par exemple, le numérique, où le président Emmanuel Macron suit personnellement tous les projets qui sont faits, etc. Alors, Seharani, avec votre expérience, votre regard, qu'est-ce qui nous manque pour passer à la vitesse supérieure, être le champion, un des champions au niveau mondial du numérique? Est-ce que d'abord on en a la possibilité? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Et de quoi ça manque? Est-ce que ça manque de financement, d'intervention régalienne au niveau de l'État? Est-ce que ça manque de formation? Je ne sais pas si vous arrivez à trouver dans votre entreprise, dans votre secteur, ou si vous observez la même chose, suffisamment de ressources qualifiées, d'ingénieurs classiquement. Est-ce que ce sont des questions qui vous interpellent et quelle est votre vision pour ça? En toute sincérité, je vais dire que ce qui nous manque le plus, c'est en fait d'être, je dirais, conscient des enjeux du digital. C'est vrai que tout le monde parle du digital comme étant une priorité, etc. Mais quand on voit dans les faits, nous avons l'impression, quand on voit dans les faits, on a l'impression que malheureusement, on n'est pas suffisamment conscient des enjeux. Et donc, je pense que ça commence par là. Et quand je parle de la digitalisation, je parle en particulier de la production digitale nationale. Ce que j'appellerais, je pense sans trop me tromper, de l'industrie digitale de notre pays. Et donc, il y a deux grands défis dont on doit être conscient. Je suis très content d'ailleurs quand j'ai lu le rapport sur le nouveau modèle de développement. C'est le l'a dit tout à l'heure, le digital est non seulement un des leviers, mais c'est le premier levier. Regardez le rapport, c'est la première ligne. C'est le premier, je dirais, levier de transformation du modèle économique que nous avons aujourd'hui vers le nouveau modèle auquel nous aspirons. Et donc, il y a deux grands enjeux dont on doit être parfaitement conscient et responsable aussi. Le premier, c'est la balance commerciale digitale de notre pays sur le plan macroéconomique. Si nous continuons à importer systématiquement les solutions, etc., où est-ce que nous allons arriver avec la transformation digitale de notre société? Donc, ça sera tout simplement invivable. Donc, nous devons absolument favoriser le développement d'une industrie nationale digitale pour combler ce déficit. Le deuxième enjeu, qui est encore beaucoup plus important, et d'ailleurs,
le rapport sur le nouveau modèle de développement en parle, c'est la souveraineté digitale du pays. Quand il y a eu la crise Covid-19, donc toutes les frontières étaient fermées, eh ben, imaginez que nous avons des besoins par rapport à certains secteurs, etc., et qu'on n'arrive plus à subvenir à nos besoins parce qu'on est coupé, ou pour d'autres raisons qui peuvent arriver. Donc la souveraineté digitale nécessite une industrie nationale digitale forte. Il faut d'abord qu'on soit conscient de ça et qu'on soit convaincu de ça. Et après, tout le reste peut découler. Nous avons, alhamdoulilah, un grand marché par rapport à d'autres pays. On est quand même plus de 35 millions d'habitants. Nous avons un pays stable politiquement. On est en train de faire de très belles choses dans plusieurs secteurs. Donc nous avons toutes les chances de réussir notre transformation par rapport à notre nouveau modèle de développement. Nous avons également de très bonnes relations avec des pays amis. Donc on peut en faire aussi un élément d'exportation extrêmement important, parce que les problèmes que nous vivons aujourd'hui, auxquels nous trouverons des solutions digitales, ben, elles sont forcément exportables, parce que le Maroc ressemble à une centaine de pays dans le monde, en termes de spécificité, etc. Ce n'est pas le cas des États-Unis, ce n'est pas le cas de l'Europe. Or, nous sommes semblables à plusieurs pays, donc si on arrive à trouver des solutions, obligatoirement et forcément, elles sont exportables. Donc je pense qu'à mon avis, c'est ça ce qui nous manque. On dirait qu'on n'a pas suffisamment de confiance en notre capacité de développer une industrie digitale nationale. Et ça, ce n'est pas uniquement sur le plan politique. Bien sûr, sur le plan politique, ça commence par là. Au niveau, bien sûr, des pouvoirs publics, mais également au niveau de la l'APB, des acteurs. Nous devons également jouer notre rôle pour convaincre et pour militer, je dirais, pour que tout le monde, je dirais, se mobilise pour faire le nécessaire et renforcer et développer une industrie nationale digitale dont nous avons absolument besoin. Alors, Mehdi Alaoui, vous semblez surtout... Sur un sujet qui a été cité, c'est ce courage, cette audace. Oui. Je pense qu'on manque d'audace autant qu'acteur et qu'on devrait faire confiance, avoir confiance en soi et dans le secteur. Je pense qu'on manque d'audace au niveau politique parce que c'est un secteur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va représenter dès 2025 le quart de l'économie mondiale. Donc, si on ne prend pas ce pari aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans 2-3 ans, on aura encore la possibilité de le prendre. Donc, voilà. Y compris une industrie digitale émergente, comme semble l'indiquer M. le Président Hourani, qui ne ressemble pas à l'industrie digitale forcément américaine ou européenne. Tout à fait. Enfin, on a nos spécificités. On a quand même la chance d'avoir un pays où on a plein de jeunes. J'ai eu la chance de faire les 12 régions du pays, rencontrer des jeunes qui viennent avec des idées. Enfin, vraiment, c'est vraiment... Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème de formation, Mehdi? Pardon de t'interrompre. Non, au contraire, on a la chance d'avoir une formation qui est quand même excellente en mathématiques, ce qui permet d'avoir en fait des ingénieurs et des techniciens de qualité qui peuvent en fait produire du software de très très bonne qualité. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit en fait dans notre secteur ces grands SS2I, en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? On est quelque part la cuisine de d'autres pays. Mais ce qu'on devrait être demain, on devrait être en France. On devrait, autant que Maroc, vendre. Pas vendre avec la casquette de d'autres pays. Et c'est comme ça qu'on peut placer le Maroc dans le radar des pays acheteurs de la technologie. D'ailleurs, c'est un des chantiers du bureau actuel de la PBI. Exactement. Travailler sur la valeur ajoutée. Donc, tout à fait. On a effectivement un marché au Maroc. On a un marché encore plus grand sur le continent. Et le Maroc a la chance d'avoir développé une relation sud-sud d'une qualité différente, avec une confiance différente. Et ça, c'est un atout dans lequel... et par lequel, en fait, on doit développer des relations encore plus intéressantes et travailler avec nos homologues et les autres pays africains d'une manière où on fait un transfert de compétences tout en agrandissant nos marchés. Tout à fait. Et dans un contexte de confiance. Et aujourd'hui, quand on les rencontre, ils sont preneurs. Et aujourd'hui, on a quand même démontré comme... voilà, un niveau d'intégration extrêmement intéressant. Moi, je vois énormément en fait, de jeunes, de start-up qui, avec voilà, des Marocains et des Subsahariens qui créent des start-up ensemble. Et ça, c'est quand même génial et c'est quand même un atout qu'on a par rapport à d'autres pays. Donc, je pense qu'in fine, c'est une question d'audace.
il y a un momentum qui est arrivé aujourd'hui avec le Covid, qui a démontré qu'on ne peut pas faire sans le digital. Il y a une prise de conscience. Oui, tout à fait. Maintenant, on est dans la phase où soit on va prendre le niveau de célérité nécessaire, soit on ne va pas le prendre. Si on le prend, on a de grandes chances à rentrer dans les pays les plus développés à travers le monde. Et si on ne le prend pas, ben, on va descendre en bas dans la liste. Et dans cette orientation, je pense que intervenait notamment la création de l'ITEX avec une dimension continentale, Africaine, voire continentale, à la recherche donc, de marchés mondiaux, internationaux. Nous avons un témoignage qui conforte votre rôle qui a été finalement au-delà du Maroc. Vous avez parlé souvent de pays semblables, la Tunisie, vous avez fait beaucoup de contacts, etc., de contacts en Afrique, de contacts en Europe, évidemment, notamment pour les entreprises. Nous allons écouter tout de suite quelqu'un qui tient à vous dire quelques mots. Il s'appelle Mohamedou Diallo et il est directeur général de CIO Mag. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette formidable opportunité que vous m'offrez pour apporter mon témoignage à notre ami Salwa Karkri à l'occasion de la sortie de son livre autobiographique Le chemin des possibles. C'est un très beau récit qui allie à la fois parcours professionnel, vie familiale et engagement militant. Cela fait une dizaine d'années que nous nous connaissons. J'ai découvert en elle une femme leader, une femme forte, une femme charismatique et sincère. Elle qui, à force de travail et d'abnégation, est arrivée à faire bouger les lignes. Aussi bien au Maroc que dans le reste de l'Afrique, elle arrive à marquer de ses empreintes à chaque fois ou à chacun de ses passages. Je recommande vivement son livre à tous les parents épris de justice sociale, aux chefs d'entreprise qui se questionnent sur la façon d'allier vie professionnelle et responsabilité sociale, mais aussi aux jeunes entrepreneurs en quête d'avenir, de lire ce livre qu'elle nous livre avec la générosité qu'on lui connaît. Le chemin des possibles est le récit d'une vie qui paraît ordinaire, mais in fine, il s'agit d'un destin peu commun. Cela tient à plusieurs choses que je vous invite à découvrir dans ce livre si ce n'est pas encore fait. Merci à la Fédération APBI pour cette marque de sympathie que vous avez manifestée en me donnant la possibilité d'exprimer mon amitié à Salwa Karkri. Je profite de l'occasion également pour remercier une amie commune qui est Madame Jamila Berada, qui compte pour moi et compte énormément pour Salwa Karkri, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Merci. Merci, c'est un partenaire de l'APBI depuis de longue date pour l'Afrique. Merci Mohamedou Diallo. Faites comme lui, lisez Le chemin des possibles de Salwa Belkhaziz Karkri, édité chez La Croisée. Des chemins disponibles dans les librairies à Casablanca, Khalsi, Carrefour des livres, ou par téléphone sur WhatsApp auprès de Madame Yousra au 06 35 853 151. Nous arrivons à la fin de cette rencontre, Mesrinesh. Le temps est passé très vite. C'est plein de surprises, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, vraiment. Et je tiens aussi à remercier Ahmed Reda Chavi, j'ai pas eu l'occasion qui a préfacé ce livre. Qui a préfacé ce livre et qui voulait vraiment être parmi nous, mais ils sont en tournée pour la commission. Donc, ils font la tournée de tout le pays pour expliquer un peu les recommandations. Et donc, c'est vrai que c'était plein de surprises. Alors là, vraiment, même en cours de préparation, on ne m'avait pas dit qu'il y avait tous ces témoignages. Donc merci, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup Mehdi, merci beaucoup pour ta sympathie, ton professionnalisme. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas revus. Mais à part les cheveux, tout le reste y est encore. C'est gentil, je le prends pour c'est un compliment. Merci beaucoup à vous, Madame Salwa Belkhaziz Karkri. Merci à Mehdi Alaoui qui était avec nous. Merci à Si Mohamed Hourani qui était avec nous également à distance. Merci à professeur Richard Chantal qui est resté avec nous tout au long de l'émission. Cette personne formidable qui a tellement compté dans le parcours de Salwa Belkhaziz Karkri. Merci à Si Hassan Amour, PDG de Microdata. C'est Abdelghani Bendiar, président de Bendiar Business Consulting. Jamila Brada à qui on adresse nos meilleurs voeux de bon rétablissement, ex-directrice de l'APBI. C'est Mohamedou Diallo, directeur général de CIO Mag, qui ont été avec nous via des vidéos. Évidemment, grand remerciement à Siamin Zarouk, président de l'APBI, qui a insisté pour qu'on mette en place les choses bien à la hauteur du calibre et du livre de Salwa Belkhaziz Karkri. J'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. J'espère qu'on a été à la hauteur des attentes du public qui nous a suivis pendant à peu près 1h30. C'était pour moi un immense plaisir. Je ne résiste pas à l'envie de donner
quand même un dernier mot, parce que le livre se termine sur une note d'espoir, voir loin, voir plus grand. Un tout petit dernier mot à Mehdi Alaoui, et puis le mot de la fin pour Selwa Belkhiz Khafri. Écoute, Selwa, vraiment, au nom de l'APB, on voudrait te remercier pour tout ce que tu as fait pour le pays, pour les secteurs, pour les entrepreneurs, pour les femmes entrepreneurs. On a envie de te dire que voilà, on n'a pas envie de te lâcher. On a besoin de toi tous les jours. Et moi, je dis à toutes les personnes que je rencontre que j'ai trouvé en toi un mentor, une mentor qui m'a donné confiance en moi et qui m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'adorais en fait dans les réunions qu'on faisait au niveau de la PEBI, c'est ce passage et des passages en fait des fois où tu disais des paroles vraies qui créaient un malaise, mais qui étaient très très importants en fait pour souder le groupe et pour dire les choses comme elles sont. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai appris de toi et que je commence à implémenter. Et c'est incroyable à quel point c'est bénéfique de dire les choses des fois comme elles sont. C'est pas des fois être méchant ou être gentil, mais c'est pour que tout le monde avance. Et surtout pour être toujours vrai. Voilà. Donc, on ne te lâche pas, on a besoin de toi et on va continuer à faire appel à toi tous les jours au sein de la PEBI. Je resterai toujours au service du secteur, de mon pays, tant que j'ai le souffle. Vraiment, c'est avec plaisir. En tout cas, le chemin des possibles, je dis toujours, chacun il a son chemin de possible en fait. Il suffit qu'il le trouve. Et c'est aussi grâce à la famille que je tiens quand même à remercier les enfants, le mari. Cité en tout début de livre. C'est très important. Et pour une femme, c'est un équilibre qui est primordial. Donc voilà, j'espère sincèrement que le maximum de jeunes liront ce livre et puis écriront leur histoire également. Voilà, je voudrais que chacun écrive son histoire. Eh bien, je serais ravi de vous revoir peut-être avec des nouvelles histoires qui auront été écrites par d'autres acteurs du secteur et du digital. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. Merci à vous qui nous suivez, pardon, j'y arrive. Merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux ou qui allez nous suivre plus tard parce que la vidéo va également être postée en podcast afin d'être revue. Je vous dis à très très bientôt et merci encore à Mehdi. Merci Mehdi pour ce super studio. Merci.